Bienvenue à tous. D'abord, si vous permettez, un événement, en tout cas un événement pour nous, Bibliothèque Médicis retrouve son vrai décor, ici, la magnifique annexe de la Bibliothèque du Sénat. Nous étions bien aussi à côté pendant 1 an et demi, mais il manquait le charme et le parfum d'histoire de ce lieu-ci. Le plafond et les tableaux se sont un jour écroulés en avril 2010. Et avec vous, Jean-Paul Richard, les meilleures équipes du Sénat et d'une société extérieure, l'ensemble dirigé par le directeur de l'architecture du Sénat, M. Xavier Canchon, vous êtes tous mis au travail avec une certaine passion, acharnement pour que ça aille vite. La tâche n'était pas facile. Non, absolument. Fort heureusement, les tableaux, c'est-à-dire les peintures de Jordaens, les 12 signes du zodiaque, et la peinture centrale qui est de Calais, le lever de l'aurore, n'ont pas été affectés par les dégradations. En revanche, le plafond de la voûte avec tout le décor de grisaille était très affecté. Il y avait beaucoup de fissures. Et de quand la voûte datait-elle ? Alors, en ce qui concerne la voûte telle que vous la voyez actuellement, c'est diverses époques, parce que les Jordaens ont été disposés en 1802, achetés par le Sénat en 1802. Ils venaient de l'hôtel particulier de Jordaens à Anvers. Napoléon, d'après ce qu'on m'a dit, était venu voir. Certainement. Mais nous n'étions pas là. Hein. Absolument. De même, le Calais a été commandé à cette époque. En revanche, la peinture de grisaille, elle existait aussi à l'époque, mais elle a été refaite sous le Second Empire. Et quand le Sénat les avait-il achetés ? Les Jordaens en 1802. Et alors, qui a financé les travaux ? Les travaux de restauration, c'est le Sénat, bien entendu, puisque le Sénat a en charge le patrimoine que représente le Palais du Luxembourg. Alors, qu'est-ce qu'il vous a fallu restaurer ? Comment vous avez... Enfin, les équipes ont-elles procédé ? C'était un gros travail pour la direction de l'architecture, puisqu'il a fallu monter un immense échafaudage qui a pris toute la superficie de cette salle. Qu'est-ce que vous avez fait des livres, là ? Ils sont restés sur place, protégés. Oui, ils ont été protégés par des bâches plastiques et surtout, en haut, à peu près 9 mètres, au sommet de cet échafaudage, il y avait une plateforme qu'on appelle un platelage et qui présentait l'avantage d'être étanche autant que faire se peut et donc de protéger un peu les livres de la poussière. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les lasers ? Alors, c'est là-haut, sur cette plateforme, qu'ont travaillé les techniciens et les restaurateurs. Ils ont utilisé notamment une technique qui est tout à fait innovante, de la thermographie infrarouge stimulée. Ça veut dire c'est une technique qui présente l'avantage de ne pas provoquer de dégradation sur la surface que l'on examine. Et on peut déceler ainsi les dégradations, les analyser, même si elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc, ça a permis aussi de voir d'où venaient ces dégradations, c'est-à-dire essentiellement de variations thermiques. L'usure, la température, non ? L'usure, la température, notamment la différence de température entre la salle et les combles qui se trouvent au-dessus de la voûte. Et c'est beau, non ? Vous qui regardez, puis on voit les images tournées par les équipes de Philippe Lallemand, et puis on retrouve la cohérence, là, les couleurs, les lumières. Des lumières refaites, un éclairage qui a été complètement refait, qui, je crois, met bien en valeur cette annexe. Et est-ce que vous êtes sûr, sauf si l'un d'entre vous a une question à poser à Jean-Paul Richard, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas le risque que les dieux nous tombent un jour sur la tête, à nouveau ? Je ne pense pas, pas avant quelques siècles. Ah bon ? Merci à vous. Je vous en prie. Félicitations et bravo à toutes les équipes. Merci. Alfred Grosser, invité de Bibliothèque Médicis, aux presses de la Renaissance, la joie et la mort, bilan d'une vie. L'aventure de ce lieu vous donne raison. Après la destruction, vous voyez, une sorte de renaissance. Et le lieu est encore plus vivant et plus beau. Vous êtes, à partir de la lecture, puisque je sais du prof que vous avez été, magnifique enseignant, etc., des générations que vous avez formées, du débatteur à la radio et à la télé française ou allemande, un insupportable optimiste. Toute la vie. Oui, enfin optimiste, pas intellectuellement pessimiste, mais génétiquement optimiste. De temps en temps, mes gènes ne fonctionnent plus très bien. Actuellement, pour l'Europe, elles ne fonctionnent pas très bien. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez les tragédies, les drames que vous avez vécus, peut-être plus que notre génération, vous les avez vécus, vous en avez souffert, mais en même temps, ça n'atteint pas votre
caractère et votre manière de concevoir la vie avec... Non, parce que j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, je n'ai pas été pris, je n'ai pas été torturé, je n'ai pas été déporté, mais je connais des gens qui ont été pris, qui ont été torturés, qui ont été déportés, qui également ont vécu après une vie créatrice. Et je prends juste un exemple. Geneviève de Gaulle Antonios, la nièce du général, qui, sortant de Ravensbrück, a découvert avec le père Joseph Brzezinski les misères à Noisy-le-Grand et a constaté qu'il fallait se mettre au service de ces gens qui souffraient à peu près ce qu'elle avait souffert à Ravensbrück. C'est un exemple merveilleux. Mais vous avez toujours refusé l'action politique et militante. Vous dites que vous avez préféré plutôt l'influence que peut donner le travail d'un intellectuel et sa parole. C'est l'embêtant avec le militantisme, c'est qu'il faut quand même se taire et ne pas dire un certain nombre de choses qui nuiraient à ce dont on fait partie. Je suis parti de l'UNESCO pendant un an, après un an, parce que je n'avais pas le droit de parler autre chose que le langage UNESCO, qui veut dire to promote, to encourage, des langages vides. Je n'avais pas le droit de dire ce que je pensais. Quand vous allez conseiller un journal, vous dites la vérité, même les méchancetés sur ce journal, sur une entreprise. Vous n'êtes jamais gêné au nom de ce que vous appelez la vérité. J'ai eu beaucoup de conflits avec le monde. Je n'ai pas de conflit avec la Croix, mais avec le monde, il y a eu des périodes très difficiles. Oui. Et je pense qu'ils sont exceptionnellement rares ceux qui peuvent dire, comme vous, j'ai connu une succession imméritée de chances, j'ai vécu dans le bonheur. J'ai vécu dans le bonheur d'abord familialement. Nous en sommes à 52 ans de mariage, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Nos fils vont bien, donc il y a eu beaucoup de chance là aussi. Et il se trouve que de temps en temps, on dit que je suis courageux, je récuse. Il y a des journalistes courageux, ils peuvent perdre leur place. Il n'y a pas de professeurs courageux dans notre démocratie, ils ne risquent rien. Mais il y a beaucoup de professeurs lâches, ça c'est autre chose. Oui, vous n'êtes pas courageux, mais vous n'êtes pas lâche. Voilà. Avec Carl Vaughan. Vaughan. Mais c'est de quelle origine? En français, Vaughan en anglais. C'est de quelle origine? C'est irlandais. Bon. Nous sommes avec vous dans le réel. Sleeping with the Enemy, c'est un livre qui a provoqué un vacarme en Amérique. En France, il y a même peut-être des censures. Je pense que dans certains hebdomadaires, on préfère ne pas se couper de la publicité que peut payer la maison Chanel. Vous n'avez pas encore l'éditeur français, mais que ça va venir. Mais vous êtes traduit en allemand, Der Schwarze Engel, L'Ange Noir. Oui, L'Ange Noir, sous-titre, Une vie comme agent nazi. Alors que le titre américain ne dit pas du tout agent, on dit elle lutte contre, mais on ne sait pas contre quoi. C'est ça, oui. Elle lutte contre quoi? Alors les Allemands ont préféré une titre un peu plus dur, un peu plus direct. Et vous racontez les amours de Coco Chanel avec le baron Hans Günther von Dinklage lui-même, officier nazi, ami de Göring et de Goebbels. Dinklage était d'abord un espion Abwehr, qui a travaillé en France à partir de 1928. Il avait un réseau à Toulon. Ensuite, il a fait la connaissance de Chanel en 1935 ou 1936. Et puis, il retrouve Chanel, ou Chanel le retrouve à Paris en 1940. Alors, c'est Dinklage qui est responsable d'arranger que Chanel reste au Hôtel Ritz. Elle va vivre à l'hôtel Ritz, au 7e étage de cet hôtel. Oui, dans toute l'occupation où elle a profité de la vie, rien n'a changé au Ritz pendant l'occupation. Ouais. Il y avait des Allemands, il y avait Goebbels, il y avait Himmler. Mais de là à dire qu'elle est un agent secret, M. Vaughan. Elle est un agent secret parce qu'elle était recrutée contre une promesse des Allemands qu'ils lâchent son neveu, André Pallas, qui a été arrêté sur la ligne Maginot en 1940 et qui a été mis dans une stalag. Et on a libéré son neveu? On a libéré le neveu. Pallas. Il souffrait de tuberculose. Et puis ensuite... Mais elle a continué. Elle a continué à travailler avec un type qui était vraiment terrible, qui est un type qui s'appelle Dr. Kurt Blanc. Alors, qui était Kurt Blanc? Blanc était chef ou sous-chef de la aryanisation, la spoliation de toute propriété juive en France. Et elle a travaillé avec lui pendant des mois pour que la société Parfum Chanel, qui était dans les mains d'une famille Wertheimer, qui aujourd'hui tient toute la France et Chanel, retourne à elle. Elle a vendu sa société de parfum en 1924
Et puis en 41 et 42, elle a travaillé avec ce fameux Blanc pour que la société... Vous mettez l'eau à la bouche, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'elle a eu un rôle actif pour le Troisième Reich? Si, mais 2 fois. Première fois en 1941, où elle est allée en Espagne avec le baron von Dinklage pour servir des raisons des nazis. Et deuxième fois, en 1943-44, où elle a travaillé avec le général Walter von Schellenberg, SS General Schellenberg, qui est la bras droite de Himmler. Pour que... Et elle avait un numéro de code? Si. C'est le... Vous dites F7124. Et son pseudonyme, pseudonyme était Westminster, le nom de son amant pendant 6 ans. Vous allez nous régaler tout à l'heure. C'est dommage qu'ils ne soient pas encore traduits en français, mais ça va venir. Michel, pas sûr. Pas sûr, parce qu'il y aura une trop grosse censure de la maison Chanel, et de même que maintenant pour d'autres, il y a censure. Il y a des hebdomadaires. Mais tant d'années après la guerre. Des hebdomadaires qui ne publient pas les enquêtes qu'ils ont faites parce que ça nuirait au budget publicitaire. Vous voyez, il est etc. fidèle à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il dit tout ce qu'il sait. Michel Schneider, invité de Bibliothèque Médicis, pour au moins 2 raisons. Votre confession comme une ombre chez Grasset, la présence du frère mort prématurément, une ombre ou un double? L'ombre est le double le plus inséparable de nous-mêmes, sauf dans le conte de Chamisso, l'homme qui a perdu son ombre. On ne peut pas se séparer de son ombre sans mourir. Ouais. C'est ce qui nous suit. Et le rapport entre ces 2 frères, pendant la guerre d'Algérie, où l'un part faire cette sale guerre dans les parachutistes volontairement, et l'autre, au contraire, qui est jeune lycéen, s'engage dans le mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Ces 2 frères sont chacun l'ombre de l'autre, et il y a entre eux un jeu de double, de trahison. Vous-même, puisqu'il est parti. Pardon? Il est parti. Il est parti, et me reste à la fois la culpabilité du survivant et aussi le don qui est fait quand on écrit, de pouvoir racheter une vie qui a été à ce point gâchée, à ce point perdue. La sienne. La sienne, oui. Et avec ce livre hommage, vous considérez que vous avez payé un peu votre tribut? Mais comme j'ai pas le livre, vous étiez lequel des 2? J'étais le plus jeune, il avait 8 ans plus que moi. L'autre est mort. Un tribut, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai écrit ce livre pour lui, je dirais, aux 2 sens du mot pour, de l'adverbe pour. J'ai écrit pour lui à sa place, parce que lui n'avait pas les mots, il n'avait que les gestes, il n'avait que les actes pour s'exprimer. Et j'ai écrit aussi pour lui rendre hommage, comme on faisait du temps du Bellay, des tombeaux. Que quand les 2 frères se côtoyaient, ils s'engueulaient, ils n'étaient pas toujours en accord. Non, il y avait énormément d'amour, mais l'amour se transmettait d'une façon très curieuse, à la fois par les coups de l'aîné sur le plus jeune, et par la musique qu'il faisait partager à son jeune frère. C'était le langage dur, parfois cruel, parfois injuste, mais merveilleux, d'un amour destructeur. La deuxième raison de votre présence, est-ce qu'on peut rappeler que vous êtes inspecteur des finances? Non, je suis magistrat à la Cour des comptes. Magistrat à la Cour des comptes. Nobilis perfect. D'accord, oui, magistrat à la Cour des comptes. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et vous surveillez les comptes de qui, par exemple? Sans nous donner les détails. Pas du Sénat, bien que je sois dans la Chambre qui s'occupe de ça, mais je contrôle les comptes, je participe au contrôle des comptes du ministère des Affaires étrangères. On le préfère comme écrivain, non? Bon, mais c'est en même temps quelqu'un de très rigoureux. Il y en a qui s'en souviennent. La deuxième raison, vous avez rencontré cet été chez lui Philippe Roth, qui publie chez Gallimard Le Rabaissement. Et votre dialogue est très révélateur de l'état d'esprit de Philippe Roth. Frédéric Bédé le considère comme le plus grand écrivain américain vivant, qui mériterait le Nobel. Il va trop loin ou... Moi, je le considère comme le plus grand écrivain vivant, en tout cas romancier. Et quand je suis allé le voir, j'étais effectivement dans l'attitude du dévot qui rencontre le pape. Et puis, j'ai pas du tout trouvé ça. J'ai trouvé un homme, une espèce d'ours au fond de sa forêt, dans le Connecticut, extrêmement chaleureux, à la fois rude, rugueux, brutal. Il supporte pas la bêtise, il supporte pas les questions. D'ailleurs, je posais la question, qu'est-ce que vous supportez le moins au monde? Il m'a dit, c'est la bêtise. Et donc, il faut faire attention. Pas besoin de le dire. Et alors, sur le Nobel, justement, je lui ai posé cette question un peu naïve. Je lui ai dit, bon, vous avez manqué 4 ou 5 fois de suite le prix Nobel, qu'est-ce que ça vous fait? Et il a une réponse que je trouve très juste et très belle. Il me dit, écoutez,
le prix Nobel ne m'aurait pas rendu meilleur écrivain. Hein. Mes livres anciens ou futurs ne sont pas mieux parce qu'il y aurait prix Nobel de littérature. Mais au fond de chacun de nous, il y a un enfant qui veut être reconnu et qui veut avoir le premier prix. Et cet enfant-là, on ne peut pas l'ignorer. Il attend le premier prix. Est-ce qu'il le mérite, vous? Rien de ce qui est littéraire, vous êtes étranger. Charles Dantzig, cher ami. D'autant plus que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais par hasard, ou peut-être pas, ce livre-là est dans mon propre livre. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit traduit, je l'avais lu en anglais, il y avait un passage qui m'avait beaucoup frappé, et donc il y a un passage de The Humbling qui est dans mon... Et puis vous suivez, si je puis dire, depuis pas mal de temps. Et il mérite donc cet éloge d'auteur comme vous, et en même temps de la presse, ou que la presse lui renvoie un écho. Vous publiez chez Grasset, c'est pour ça que vous êtes là, dans un avion pour Caracas, à la recherche d'un très proche ami disparu au Venezuela. Il vous accompagne dans la vie et dans l'avion, là aussi comme une ombre, ou un double. Comme une ombre, c'est-à-dire que j'ai voulu une unité de lieu et de temps. C'est, je crois, celui de mes livres qui est le mieux titré, si je puis dire. C'est-à-dire que vraiment, ça se passe dans un avion pour Caracas. Au début du roman, l'avion décolle, à la fin, il atterrit. Et entre les deux, c'est un homme qui va chercher un de ses amis qui est disparu, qui est un intellectuel français qui s'est entiché de Chavez. Je voulais étudier ça, parce que nous avons cette espèce de penchant en France, comme vous le savez, des intellectuels qui, tout d'un coup, se prennent de passion pour un dictateur étranger. Pourquoi vous en avez fait un mélange Chavez, de Mussolini et du pauvre Michel Drucker? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Eh bien, parce que je trouve qu'il incarne une forme nouvelle de populisme. Vous savez, je crois que le populisme ancien était caractérisé très simplement par l'uniforme militaire, comme Fidel Castro, des discours de 6 heures sur la place de la Révolution. J'ai jamais vu Drucker en uniforme. Non, mais justement, ce que fait Chavez et qui est très nouveau et très malin, c'est qu'il utilise la société du spectacle comme les autres ne le faisaient pas. C'est-à-dire que lui est militaire, il a fait un coup d'État, mais il a abandonné son uniforme, il se montre en chemise rouge à col ouvert, il a une émission de télévision où il va toutes les semaines chanter, répondre aux gens, les tutoyant au téléphone. Donc, c'est ce mélange inouï de sympathie. Et d'ailleurs, il montre une chose extraordinaire, c'est qu'on peut être sympa et un salaud. Mais ça arrive souvent. Comme dirait Alfred Grosser. Mais est-ce que c'est votre ami qui était fasciné? Votre ami qui a disparu, qui était fasciné par Chavez ou... Non, moi j'étais aussi fasciné par lui, parce qu'en fait, vous savez, au départ, je suis allé là-bas moi-même pour enquêter, je m'étais dit, je veux écrire un livre sur ce phénomène-là. Et puis, un peu toute proportion gardée, comme Swann avec Odette à la fin de La Recherche du temps perdu, je me suis rendu compte que c'était pas mon genre. Il y a des livres qui sont notre genre ou pas, et c'était pas mon genre d'écrire un livre sur Chavez. Et monsieur citait tout à l'heure Geneviève de Gaulle. Geneviève de Gaulle m'a un jour dit une chose très frappante. Elle a travaillé avec Malraux, et Malraux a dit, Geneviève de Gaulle, tu sais, un roman, ce sont des degrés successifs d'éloignement de la réalité. Et donc, à partir de ma documentation, j'ai éloigné successivement de la réalité pour écrire un roman. Oui, mais en même temps, vous écrivez l'autre et le soi. L'autre fait voir le soi. Mais oui, parce que hélas, on part pour rencontrer autre chose, et c'est toujours soi-même qu'on rencontre. Mais il s'agit justement de ne pas être enfermé dans le narcissisme et dans le solipsisme. Oui. C'est comme dans les films d'Orson Welles, où il part à la recherche de l'identité d'un personnage, je ne sais pas quoi, Monsieur Arcadine, et puis finalement, il fait quoi? Il cherche sa propre identité, il fait son propre autoportrait. Là, je ne marche pas. On cherche l'autre, et l'autre, il n'est pas vous. Et je cite dans mon livre 2 fois une formule du docteur Varian, jésuite. J'essaie pour que l'autre soit et qu'il soit autre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il faut chercher l'autre, mais à la fin, hélas, on est tellement enfermé en soi qu'on comprend mieux soi que l'autre. En tout cas, on peut dire que, Charles Dantzig, par petites touches, vous commencez à vous confier, mais encore avec délicatesse et pudeur. C'est au moins. Oui, surtout. Hein, vous allez peut-être vous lâcher. Regardez, prenez exemple sur Alfred Grosser. Pour le bilan de sa vie, il se lâche et il dénoue tant de contradictions et de dilemmes qui sont liés à son nom, Alfred Grosser. Alors, vous avez dit, on l'a noté tout à l'heure, que si j'avais vécu, vous avez eu chance. Et vous dites, ce qui est assez extraordinaire, votre vie a toujours eu le sens que vous avez voulu lui donner. Oui, parce que absolument. Quelqu'un qui dit j'ai été le maître total de ma propre vie, non. Enfin, j'ai une vie d'homme et je suis tout à fait contre en ce moment l'enseignement de genre qui consiste à dire tout est acquis. En reprenant Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. J'avais certainement des gènes, mais je me suis fait depuis l'âge de 12-15 ans, et je crois n'avoir jamais bougé. C'est une de mes grandes chances. Je n'ai jamais eu à me renier, jamais eu à changer. J'aime les livres que j'aimais à 12 ans, Martin Dugard par exemple, et ça n'a pas bougé. Alors parfois j'ai du mal, je disais à mes étudiants de Sciences Po, vous me donnez mal au cou, parce que pendant que vous êtes étudiant, il faut que je regarde à gauche pour vous trouver, et 2 ans après votre sortie, il faut que je regarde à droite. Et parfois dans les allées du pouvoir. Mais c'est pour ça que peut-être que vous leur conseillez aux jeunes d'être satisfaits, mais de jamais satisfaire. Et de remettre sans cesse en cause les certitudes.
les leurs, les vôtres. Oui, les mettre en cause pour prendre des distances et les garder ses propres appartenances. C'est parce que j'étais devenu parfaitement français que j'ai On va expliquer rapidement, mais pour donner un peu d'appétit. Votre famille a immigré en décembre 1933. Ouais. Vous veniez de Francfort. Elle s'est installée en France, non sans mal. Autrement dit, il ne faut pas vous fâcher, mais vous devez beaucoup au sinistre dictateur qu'était Hitler. Oui, et je l'ai dit au début, peut-être si j'étais resté à Francfort, dans la bonne bourgeoisie, j'aurais été un affreux petit riche. Mon père est mort presque à notre arrivée, ma sœur est morte à la suite de l'Exode, etc., etc. Mais en même temps, ça ne m'a pas atteint dans ma capacité d'être heureux. Le poète Paul Celan, et d'ailleurs vous le citez, émigré comme vous en France, il définit la langue allemande comme la langue des bourreaux. Vous, avec ce que vous avez souffert, vous choisissez l'allemand, vous allez l'enseigner et vous êtes un maître reconnu dans la langue allemande. Et dans le franco-allemand. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert, quand j'ai appris à la BBC qu'une partie de la famille était morte à Auschwitz, qu'il n'y a pas de culpabilité collective et que j'étais co-responsable de l'avenir des jeunes Allemands. Cette co-responsabilité-là, je regrette que pas plus de gens ne l'aient senti après 1945. Emmanuel Mounier l'a senti, Rémi Roux du Monde l'a senti, Vercors l'a senti. Mais cette co-responsabilité, ça nous a donné de très bons résultats pour le changement des jeunes Allemands. Et ils étaient aptes à la liberté, comme les jeunes Hongrois en 1956, comme aujourd'hui les jeunes Tunisiens. Et l'enseignant d'endoctrinement, ça ne tient pas devant la confiance accordée. Vous n'essayez jamais de dire la vérité ou chaque vérité à chaque peuple, hein, ça. Vous l'avez dit aux Français, vous l'avez dit aux Allemands, vous l'avez dit aux Israéliens. On sait les histoires que ça a fait, on va en parler peut-être tout à l'heure. Vous l'avez dit aux Palestiniens. Oui. Aujourd'hui, Alfred Grosser, le sort de l'Europe repose, on le dit, sur le tandem franco-allemand. Est-ce que les Allemands restent dans l'Europe, veulent l'Europe, croient en l'Europe, sont prêts à aider la Grèce, éventuellement l'Italie, pour que la zone euro et l'euro continuent, ou ils vont se barrer et vivre leur vie, comme certains le disent, d'égoïstes? Non. Alors les égoïstes, c'est aussi les Français d'abord, qui comptent beaucoup sur l'argent allemand. Et j'espère que demain ou après, non, c'est dans 3 jours, le Parlement allemand votera. Oui. L'opposition vote pour, les socialistes et les Verts votent pour. J'espère que la majorité en place votera également pour ce qui représente pour l'Allemagne des sacrifices immenses de mettre à la disposition de la collectivité des centaines de milliards d'euros pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Et ils ont autant peur, les dirigeantes, autant peur que ça s'effondre que les nôtres. Et la chancelière Merkel est embourbée dans une coalition qui brinque-balle avec les libéraux. Vous pensez qu'elle... D'abord, est-ce qu'elle vous déçoit? Pas beaucoup, parce que l'Allemagne est une démocratie où le Parlement joue un rôle important, où la Cour constitutionnelle joue un rôle important. Nous vivons dans une démocratie à monopole. Est-ce que vous croyez qu'elle va rester chancelière jusqu'à la fin de son mandat 2013 ? Je ne suis pas sûr. C'est probable quand même, parce que s'il va devant les élections, il est écrasé de toute façon par une coalition verte, rose sociodémocrate. Rose pâle. Je parlais de surprise et de contradiction à votre propos. On est persuadé que vous avez publié des tonnes de livres sur les relations franco-allemandes. C'est pas vrai? Non, c'est mon 37e livre, mais je n'ai jamais parlé des relations franco-allemandes. Je les ai pratiquées. Je crois avoir joué un rôle dans les relations franco-allemandes depuis 1947, depuis mon premier voyage et ma série d'articles sur la jeunesse allemande en combat. Mais pas de livre sur les rapports franco-allemands. Aux communistes, vous ne faites aucun cadeau dans le livre. Vous avez trop vécu les procès du stalinisme et en même temps les drames de l'Europe de l'Est que vous connaissez bien, qui étaient sur la botte du Kremlin. Je vais vite. Non, je vais faire ma provocation quand même, parce que je dis beaucoup de bien des ouvriers et des engagés de la CGT, mais les intellectuels communistes qui se sont avilis, je dis que c'est pire que Faurisson. Faurisson n'injuriait que des morts, eux injuriaient des vivants qui pouvaient encore être surveillés. Révisionnistes et négationnistes. Ouais. Vous les traitez sévèrement, mais pour vous, ils le méritent. Vous êtes aussi, on pense que vous êtes l'ami de certains papes, de théologiens, d'archevêques, de pasteurs, peut-être de rabbins, et vous êtes juif. Oui, je suis. Il y a 2 endroits où on m'accepte comme étant de l'extérieur à l'intérieur. C'est comme français en Allemagne et comme athée dans le catholicisme français. J'ai collaboré à la Croix depuis 1955. J'ai d'innombrables amis dominicains, surtout jésuites. Mais je suis parfaitement accepté dans ce rôle de compagnon de route. Mais vous ne l'avez jamais caché? Jamais. Jamais? Jamais. Et j'ai fait mon livre précédent, s'appelle « Les fruits de leur arbre, regard athée sur les chrétiens ». La politique, vous n'avez jamais été tenté par une participation directe Si, une fois, Mendes France. Ah oui, Mendes France, oui.
Vous avez peut-être pris aussi l'étiquette de l'UFD, qui était l'Union des forces démocratiques, peut-être. Non, pas un parti, jamais de parti. Mais travailler avec lui, avec Simon Nora, peut-être avec ces intellectuels-là, mais ça n'a pas duré longtemps. Et vous dites, je ne l'ai pas fait, en partie par paresse, que d'efforts à fournir pour les campagnes électorales, que de silence à observer au service de qui aidera votre ascension, et en partie par tempérament. Oui, et j'ai fait 2 fois une campagne électorale. Les 2 fois, les candidats ont été écrasés. Ça me laisse France en 58 donc, et Savary dans le 15. Il valait mieux pas vous avoir comme conseiller. Exactement. Bon, vous n'avez pas pour le général de Gaulle un grand respect, vous dites un respect limité? Non, un respect limité. Je dis dans la fin de ce que j'avais écrit pour un livre collectif sur le général de Gaulle, l'enthousiasme adulateur des Français pour le général de Gaulle, je préfère mon respect pour la vérité au respect pour le général. Ouais. En fait, Alfred Grosser, je ne sais pas, mais vous avez une très haute idée de vous toute votre vie. Hein, mais en fait, il semble que vous n'appréciez pas ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ou alors ceux qui résistent au charme de votre éloquence. Les seuls que vous appréciez. C'est pas ça. Non, c'est simplement quand, par exemple, du côté juif, je suis accusé d'avoir la haine de moi. Je rappelle, tu aimeras le prochain comme toi-même. Je m'aime beaucoup, donc j'aime le prochain beaucoup. Oui. Vous avez eu un problème un jour parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez publié un livre en Allemagne. Vous appeliez les Allemands à se libérer et enfin à oser critiquer Israël, surtout en raison du sort des Palestiniens à Gaza. Et les victimes des attentats en Israël aussi Oui, mais c'est Israël manifeste un mépris pour les Palestiniens, qui n'est pas compatible avec les valeurs dont se réclame Israël, dont nous réclamons nous aussi. Il leur faut un État. Actuellement, ça me paraît totalement impossible parce que les colonies israéliennes empêchent toute continuité territoriale. Et donc, puis la voix de M. Netanyahou est forte, et puis il y a les élections aux États-Unis, les élections ailleurs. M. Obama mettra son veto au Conseil de sécurité. Ouais. Bon. Et puis l'argent, vous n'aimez pas l'argent et les victimes qu'il provoque. Vous citez, je crois qu'il y a une phrase de Montalent qui résume tout, si vous permettez, je vais le dire. On aimait l'or autrefois, il fait dire à un de ses héros, on aimait l'or parce qu'il donne le pouvoir et qu'avec le pouvoir, on faisait de grandes choses. Maintenant, on aime le pouvoir parce qu'il donne l'or et qu'avec cet or, on en fait de petites choses. Hein, c'est bien bravo, c'est le bon talent. Voilà, il a dit bravo. Et vous lui dites bravo ou il faut pardonner à Chanel? Non, il ne faut pas. Il n'y a aucune raison de pardonner. Il y a à comprendre et à savoir. Et par exemple, il y a des cas tout à fait différents qui sont assimilés à ça. Par exemple, pour juste un exemple, Daniel Darius va reprocher d'avoir été du voyage en Allemagne. Arletty. Donc, Arletty, il y a un très beau livre allemand qui vient de sortir sur les amours d'Arletty avec un Allemand dont elle ne s'est jamais caché. Non, mais Daniel Darius, c'était pour sauver son mari qui allait être déporté. Oui, puis Darius, c'était 3 fois rien. Elle est allée en Suisse après. Mais ça reste attaché. Et j'aime mieux qu'on parle franchement de ce qui s'est passé pour les gens qui sont compromis, comme Chanel, comme la maison Vuitton, etc. Alors, le groupe propriétaire de Chanel a reconnu au mois d'août, mais avec un art très subtil, je les cite, une part de mystère dans la personnalité de Madame Chanel. Une part. Ce n'était pas la meilleure période pour vivre une grande histoire d'amour avec un Allemand. Voilà. Hein? Qu'est-ce qui vous prouve qu'elle a été un agent allemand secret du Troisième Reich? Vous avez des pièces? J'ai des pièces. J'ai 8 classeurs qui fait au moins 7 épaisseurs et chacun de ces pièces est témoin de ses activités avec les nazis à partir de 1940. Vous avez eu sa carte? De nazi? Oui. Elle n'était jamais un nazi. Non, mais la carte d'agent secret. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Les agents secrets ne portent pas une carte d'identité. Oui, mais alors, non, mais d'accord, mais comment il y a des documents anglais, allemands et français. Et la fiche de la préfecture de police? Mais il est là. Oui, il est là, vous l'avez. avec 10 pages d'explications. Oui. Des ordres de mission aussi. Si, les ordres de mission. Oui. C'est la 58e biographie de Chanel. Et c'est fantastique. Fantastique. Et il y a encore tellement de choses à dire, et celle-là, elle fait du bruit. Et c'est vrai que j'ai entendu Mme Charleroux, qui en 1974 avait publié une biographie qui avait fait un bruit fantastique. Très beau livre. Elle reconnaît que votre livre est une bombe à retardement et que vous donnez des preuves indubitables, je la cite, de la compromission grave de Mademoiselle Chanel avec les Allemands. La lionne a pris un jour le mauvais chemin en s'appuyant sur l'Allemagne de Hitler.
Mais ce rôle qu'elle a joué, est-ce qu'il était volontaire ou est-ce qu'elle a été contrainte de le faire? Elle a commencé parce qu'elle voulait libérer André Palas, son neveu. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Mais après, pourquoi la continuer? Après, parce Par qu'elle amour est- pour son Non, baron? mais après, parce qu'elle voulait reprendre son société de parfum. Pour Chanel, elle a toujours pensé qu'elle a vendu aux sociétés Wertheimer en 1924 trop bas prix et qu'elle était roulée pendant toutes ces années. Et quand l'opportunité se présente, où elle peut utiliser les lois de spoliation des nazis, elle a fait. Chanel n'était pas une femme de morale, elle était une opportuniste. Chaque fois qu'elle pouvait utiliser... Mais une femme de grande qualité, vous dites une femme hors du Non, mais commun. une femme extraordinaire. Qualité, j'en sais rien. Mais qui a libéré Talent. les femmes. Talent fantastique, c'est sûr. Et le chose le plus amusant dans l'affaire Chanel-Wertheimer, c'est qu'en 1950, elle a décidé de rouvrir sa maison Chanel et elle va où? Elle va au Wertheimer pour être financée. Et qu'est-ce qu'il dit les Wertheimer? Oui, let's go. Et puis, finalement, elle a fait un nouveau carrière pendant 20 ans. Ouais, elle avait été interdite de séjour en France, ou en tout cas, elle avait vécu 10 ans après la guerre en Suisse. Elle n'était jamais interdite. Oui. Non. Mais elle a vécu en effet 10 ans. Partie Il y a 9 ans en il y a Suisse. une biographie de son ami Marcel. Comment il s'appelle? Oui, je vais le retrouver. Le nom de. Schneider? Non, quelqu'un qui a sorti son journal posthume en 2000. Paul Morand? Paul Morand. Oui, formidable. Paul Morand, formidable et très bien, très bien écrit. Mais est-ce qu'elle a dénoncé des gens? Pas de ma connaissance. Il n'y a aucun document qui prétend de ça. Autre chose, parce qu'il y a eu un grand débat et qui existe encore à la fois en Allemagne, ici aux États-Unis, est-ce qu'elle était une antisémite de conviction? C'est absolument. Mais quelle preuve J'ai 7 citations, si vous voulez. J'ai ça dans ma poche. Je ne voulais pas gêner avec mes 7 citations. Et en plus de ça, elle est quoi? Vous croyez qu'il allait chez la police? Elle est non. Elle est l'amante de Irbay, l'artiste Paul Irbay. Il a fait des choses fantastiques. C'est elle qui finance son journal Le Témoin, qui est le plus antisémite document que je n'ai jamais vu, à un tel point où ça devient dégoûtant. Et puis, il fait de Chanel, vous trouvez ça dans le livre, une espèce de cartouche où on trouve le corps de Marianne, France, qui est vraiment Chanel. Il est soutenu par quoi? Hitler, sur la tête, et 4 figures, caricatures, profils, qui ne pouvaient pas être que des Juifs. C'est quelque chose de presque dégoûtant. Mais vous ne l'appréciez pas, c'est certain, etc. Non, pas du tout, c'est pas vrai. On s'en fout, d'ailleurs. Moi, je trouve cette femme extraordinaire. Je trouve que c'est une femme de son temps. Et monsieur a tout à fait raison, il ne s'agit pas de pardonner Chanel, il s'agit de connaître Chanel. Oui, la vraie Chanel. La vraie Chanel. Et vous avez trouvé des documents dans les archives, mais lesquels vous ont fourni le plus de détails ou de pièces nouvelles? Les Anglais, à Kew, et en France, toutes les archives, l'archive de la police. Mais pardon, monsieur, mais quand vous dites qu'elle était femme de son temps, elle a sûrement été femme de son temps dans les années 20, les années 30. Elle a été, hélas, de son temps pendant la guerre. Mais après, il y a des interviews. Moi, j'ai vu une interview de Jacques Chazot dans Dim Dum Dum, où dans les années 60, elle était atroce de méchanceté. Elle disait les femmes sont vulgaires. Non, mais elle était méchante. Atroce. Elle était méchante. Même le livre de Paul Morand sur elle, on voit bien Voilà, qu'elle on va sécheresse. entendre une phrase, pour au moins entendre la voix de Coco Chanel avec Anne-Marie Moreau. Et la femme qui porte les culottes, comprenez-vous, tout ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, d'abord, elles ont perdu tout au monde. Elles ne sont pas heureuses, les femmes ne sont pas heureuses dans une époque comme celle-ci. Parce qu'on ne les aime pas, elles n'ont besoin que de ça. Une femme qui n'est pas aimée est une femme nulle, et puis un point c'est tout. À quel âge qu'elle est. Jeune, vieille, mère, amante, tout ce que vous voudrez, une femme qui n'est pas aimée est une femme perdue.
Elle peut mourir, ça n'a plus aucune espèce d'importance. On est compte. Un mot. Ah non, mais là, elle atroce. fait froid dans le dos. Déjà, sa voix et son ton. Mais elle a porté beaucoup aux Mais femmes. par monsieur ailleurs. n'a pas eu accès à quelque chose auquel il aurait dû avoir accès, qui sont les documents du tribunal qui l'a jugé. Oui. Mais il y a eu interdit d'accéder au procès-verbal. Non, il y a un procès-verbal où vous pouvez consulter, Très court. c'est 20 et quelques pages, mais il y a toute une autre partie de ce dossier judiciaire close. Vivement qu'il soit édité, publié en France. On Voilà. le lira avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, nous veillerons tous, là, on s'y engage, à ce qu'il n'y ait pas de censure. Ou qu'il n'y ait pas de tripatouillage pour en faire une héroïne. Michel Cabache, je n'en sais rien. On verra. Ne surestimons pas notre pouvoir. Espérons. Alors, comme une ombre, c'est, vous l'avez dit, le récit d'un frère sur son frère, Michel, on sait qui, et Bernard. Et aujourd'hui, à travers le temps, apparemment, le frère vous hante et vous appelle. C'est une histoire d'homme au portrait renversé, mais en même temps complémentaire. Oui, c'est surtout une histoire d'amour. Et le titre aurait pu être, mais c'était déjà pris, il n'y a pas d'amour heureux. Et puis la dernière phrase aurait pu être, mais c'était notre amour à tous les deux. Sauf que là, c'est une histoire d'amour, d'abord entre deux frères, avec toute la violence que peut comporter le lien amoureux, et puis entre chacun de ces deux frères, avec une femme très belle, très désirée, qui se trouve au milieu et qui trahit l'un par l'autre. Avec la complicité de l'autre. Avec la complicité. Le désir de l'autre. Elle se venge du frère aîné qui l'a abandonné pour se marier, en prenant le plus jeune frère dans son lit et en l'embarquant à 17 ans dans une histoire d'amour à la fois merveilleuse et tout de même difficile à... Pourquoi, à l'âge soutenir. de 9 ans, l'aîné Bernard offre-t-il à Michel un long fil de fer tordu? Alors ça, c'était le jeune frère anorexique ne mangeait rien et le frère aîné, pour son anniversaire, lui offre une très belle boîte avec un paquet cadeau, des nœuds rouges, etc. Et quand le jeune l'ouvre, il trouve un fil de fer avec ce mot « tu n'es qu'un fil de fer énervé », ce qui était le surnom du jeune frère. Et dans ce geste, il y a à la fois une grande cruauté d'offrir un cadeau qui n'est pas un cadeau, qui est rien, qui est presque une insulte. Et en même temps, il y a quelque chose d'affectueux. C'est « j'aimerais que tu sortes de cette maladie, que tu deviennes autre chose que Mais pourquoi il lui disait « va voir là-bas si j'y suis » Et parce que Michel va finir par le prendre au mot. C'est un peu le sens du roman, c'est-à-dire que le romancier vieillissant va enfin voir là-bas, c'est-à-dire dans son passé, si lui-même y était et si son frère y était et sous quelle modalité. Mais l'origine du roman est elle-même romanesque. Le jeune frère, devenant vieux écrivain, fait une émission à la radio et puis fait entendre de la musique de Schumann, qui était un des liens entre les deux frères. Même pendant la guerre d'Algérie. Même pendant la guerre d'Algérie. Et il reçoit une lettre de cette fameuse femme qui s'appelle Elle, qui se faisait appeler Elle. Elle, c'est très beau. Elle, oui, c'est évidemment. Avec un L, comme Laurence, voilà. Ou Lucienne. Elle écrit à cet homme, voilà, je me souviens de ton frère, et elle lui raconte pendant une vingtaine de pages des choses extrêmement intimes sur le corps de ce frère, comme si elle l'avait encore dans ses bras une heure avant. Oui, oui. Et cette lettre est insoutenable pour l'écrivain. Il se dit, non, je ne peux rien faire de ça. Et puis, au bout d'un moment, il est obligé de se retourner vers ce passé et obligé d'écrire cette histoire, comme si l'histoire elle-même voulait être racontée. Oui, oui. Et Bernard va vivre dans la ville où il est né, silencieux et marginal. Il va mourir trop tôt sans avoir connu le bonheur ou la paix. Michel s'adresse à son frère aîné, Bernard, dans une sorte, vous le dites, de dialogue outre-ombre. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Je n'ai cessé de te vouer un amour insatiable et farouche, cherchant les mots que je ne t'ai pas dit et qui m'auraient ouvert tes bras. Il y eut toujours entre toi et moi quelque chose d'inversé, comme l'image de soi quand on l'aperçoit dans un miroir. Je n'ai cessé de me regarder en toi, non pas obscurément, pas seulement, douloureusement, désespérément. Mais on ne sépare pas d'un miroir l'image qui s'y reflète. Dans la littérature espagnole, que connaît bien une des collaboratrices des bibliothèques Médicis, Georgia Fribourg, le grand romancier espagnol, Miguel Delibes, avait publié « L'ombre du cyprès est allongée ». C'est un livre qui avait eu beaucoup de succès. Et c'est dans le cimetière d'une petite ville de Castille, Delibes distingue l'ombre du cyprès qui est pointue et allongée, qui se dresse vers le ciel,
et l'ombre des autres arbres, comme si ces ombres pouvaient refléter le caractère du défunt qui est là. Quelle ombre vous choisiriez pour Bernard? Une ombre enveloppante ou aiguisée et allongée? Non, je choisirais l'ombre d'un sapin avec cette scène terrible au début du roman où, pour un Noël, dans cette famille dissociée et folle, qui n'avait plus les moyens de s'offrir un arbre de Noël et tout ce qui va autour, le frère aîné, qui est déjà très détruit avant même de partir en Algérie, coupe un sapin à la base, le plus beau sapin du jardin, et le trimballe tant bien que mal pour faire un Noël sans Noël, d'une tristesse infinie, où il fait entendre au jeune frère cette musique de Schumann particulièrement mélancolique. Mais est-ce que justement, pour parler musique, est-ce que le double, c'est le doppelganger, c'est celui qui est l'autre? Oui, c'est l'autre. Il y a une très grande influence dans ce roman du romantisme, et pas seulement du romantisme allemand, du romantisme français, puisque je cite Musset en exergue, et surtout Nerval, puisque le roman se passe en partie dans le Valois, et donc j'ai beaucoup de références à ce thème du double qui parcourt tout le romantisme, oui. Charles Dantzig, on l'a dit tout à l'heure, apparemment les voyages en avion vous inspirent. Il y en a qui sont inspirés par les voyages en train. Vous, c'est l'avion, pourquoi d'abord? Parce que je me suis rendu compte anecdotiquement, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'abord que c'est le 3e de mes livres qui comporte le mot avion. J'avais écrit un livre qui s'appelle « À quoi servent les avions » avant le 11 septembre, où prophétiquement je décrivais la destruction des tours jumelles avant. Donc vous avez affaire à un prophète dans votre émission. Qu'est-ce que vous prophétisez pour les années qui viennent? Que du bien. Et puis non, c'est qu'en fait, je crois que... Et puis ce qui m'a fasciné, c'est que le roman est très peu utilisé l'avion est très peu utilisé dans les romans. Je ne connais que 2 romans qui utilisent réellement l'avion. C'est le début du dernier Nabab de Scott Fitzgerald qui commence dans un voyage en avion pour la Californie, et une très bonne nouvelle de Sol Bello. Et j'ai trouvé très étrange que, alors que c'est un moyen de transport qu'on prend tout le temps, il ne soit pas utilisé. Je me suis dit, voilà, tu vas écrire un roman qui se passe entièrement dans l'avion. Vous racontez qu'un homme se souvient, on peut imaginer qui, derrière les hublots ou à côté des hublots, d'un autre homme qui était son ami, Xavier Puig. Et dans ce pays, le Venezuela, il vient d'être enlevé, et il va à sa recherche chez Chavez, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de Chavez. Une des différences entre les deux, c'est que Xavier Puig aime les femmes et l'autre non, les garçons. Oui, mais ce n'est pas un sujet. Je voulais que ça soit raconté comme ça. Que ça soit dans la vie. Par pudeur. Probablement par pudeur, mais je trouve que ça ne devrait pas être un sujet. C'est comme ça, comme on a les yeux bleus et on le raconte, et ça ne devrait pas être un sujet ni de drame, ni d'offuscation. Mais vous qui êtes un esprit libre et qui êtes quelquefois cruel dans vos jugements, quand il s'agit d'amour ou de cette pudique. Vous voyez que j'ai un défaut. Non, je crois que la pudeur est effectivement... Vous savez, j'ai écrit un livre sur Rémy de Gourmont, dont la sœur était... Non, mais pour vous expliquer que la pudeur est... Le vrai livre sur Dantzig. Eh bien, écoutez, non, dans cette histoire, je ne suis que l'avion, moi. J'ai construit le moyen de transport. Ouais, vous avez trouvé l'autre nom de l'amour, vous l'appelez vanité. Non, pas seulement, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes d'amour sans sexe, d'abord, parce qu'il y a une forme d'idée que l'amour va nécessairement avec le sexe, et mon personnage dit qu'il n'existe pas d'amitié. En réalité, c'est un roman sur l'amitié et l'ambiguïté de l'amitié. Ce personnage pense, à tort ou à raison, mais je ne suis pas loin de penser comme lui, que l'amitié est une appellation très bienséante donnée à une chose plus violente. Il dit, pourquoi l'amitié devrait-elle être ce vieux chien obèse qui suce le même os à l'entrée de la même niche? Non, ça, il a tort ou il a raison. Il a tort, parce qu'il y a des définitions de Giraudoux que je donne dans mon livre. Alors, si vous m'opposez Giraudoux, nous n'allons pas être d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amitié, pour cet homme, l'amitié mérite des ruptures, et l'amitié est une passion violente au même titre que l'amour. Justement, Christophe Onodibio, dans Le Point, écrit que près des hublots de l'avion pour Caracas, on voit Dantzig, c'est lui qui parle, comme un Montaigne du XXIe siècle, il est flatteur, hein, comme un Montaigne du XXIe siècle qui construit un mausolée d'images et de mots pour un la Boétie. En tout cas, c'est une splendide déclaration d'amis. Ceux qui le lisent, nous, et l'équipe avec nous, etc. Vous aimez les aphorismes, l'érudition, le style, parfois le panache, etc., les définitions. Vous détestez les biographies. Vous dites, nous ne vivons plus, nous écrivons pour raconter nos vies. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de biographies depuis le temps que l'Occident a perdu. C'est-à-dire que, voilà, nous ne sommes plus à la pointe de la politique, et à la place, on écrit des biographies. Vous savez, du temps de Napoléon, on n'écrivait pas 50 biographies par jour, du temps de Churchill non plus, et l'apparition de la biographie est une chose... Churchill a écrit une biographie de son grand-père de Marlborough, oui, mais Mauroy a écrit 10 biographies, Stefan Zweig a écrit des tas de biographies. Bien sûr, mais ce que je veux dire... Et puis il y a l'autobiographie de Churchill. Non, bien sûr, les mémoires de Churchill, bien sûr, mais ce que je veux dire, il y a quelque chose de fascinant dans la production des biographies actuelles. C'est aussi un autoportrait, un peu, mais en même temps très, très noir, à l'encre noire.
Tout vivant est un cercueil. Il transporte avec lui le souvenir des morts qu'il a connus. Mais je crois. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ah non, je pense que nous sommes ce que nous avons perdu. Mais ça n'est pas triste, vous savez. Et si nous n'étions pas ces cercueils qui transportent le souvenir des morts, les morts mourraient plus vite. Vous ne pouvez pas vivre sans écrire. Apparemment, d'après ce que je lis, vous lisez en train, en avion, enfin pas dans le métro, vous ne devez pas prendre le métro. Oh, allons Jean-Pierre. J'allais prière pour aller au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Mais je lisais même en conduisant. Je lisais hier, vous pouvez me comparer aussi au président Kennedy, je lis les conversations de Jackie Kennedy en ce moment qui sont fascinantes, où elle raconte que son mari lisait tout le temps. Eh bien, j'ai un truc comme lui, je lisais même en voiture. Et j'ai arrêté de conduire parce qu'un jour, en voiture, sur l'autoroute à 140 à l'heure, un livre sur le volant, je me suis dit, tu vas te tuer. Je vais vite. Vous êtes aussi éditeur. Il est aussi éditeur avec du flair. C'est vrai, en cette rentrée, vous avez publié le premier roman de Marien Desfalvards, 19 ans. Vous n'êtes pas seul à lui trouver des qualités. Il publie du temps qu'on existait. Est-ce qu'il est déjà un écrivain, ce jeune homme? C'est un écrivain en gésine. À 19 ans, c'est très compliqué de savoir ce qu'on deviendra. Mais j'aime beaucoup publier des premiers romans. J'ai publié le premier roman de Gaspard Koenig, de Pierre Ducrozet. Et je trouve ça bien parce que les premiers romans, ça veut dire aussi qu'il y a des jeunes gens comme nous étions, exaltés, qui croient à des choses de l'esprit. Voilà. Je vous ai promis de parler aussi de Philippe Roth, que vous avez rencontré. Vous avez dit comment vous l'avez vu. Vous l'avez rencontré dans sa retraite du Connecticut. Apparemment, comme Albert Camus, il écrit debout. D'après ce que j'ai vu, il a 2 bureaux dans la même pièce. Il va de l'un à l'autre en écrivant. Oui. Son dernier livre, c'est Le Rabaissement, écrit en 2009 et publié en ce moment chez Gallimard. Le rabaissement ou l'abaissement? Non, le rabaissement. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il y avait une différence entre rabaissement et humiliation? Il me dit oui, il y a une différence capitale. C'est que l'humiliation est quelque chose qui vient du regard de l'autre et que finalement on peut surmonter. Le rabaissement, c'est quand à ses propres yeux, on se sent tellement diminué, rétréci, rapetissé, réduit. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Voilà, réduit un enfant dans la détresse, qu'à ce moment-là, rien n'est plus il n'y a plus aucun secours. Et ce qui est très beau dans ce livre, moi j'ai trouvé dans cette rencontre avec Philippe Roth, il est en train de devenir un des personnages de ses romans. Et c'est assez tragique. Il était extrêmement dépressif le jour où je l'ai vu. Et on retrouve les personnages de cette série de romans, qui n'est pas l'entier de son œuvre des dernières années, mais Exit le fantôme, ou Un homme, ou La bête qui meurt. C'est toujours des hommes vieillissants qui perdent leurs moyens intellectuels, leurs moyens sexuels, leurs moyens... Mais est-ce qu'il ne confond pas son destin ou son déclin personnel et naturel avec la fin du monde? Non, il le combat en le mettant en scène, en prêtant à des personnages des sensations, des sentiments, des expériences que lui-même préférerait ne pas vivre. Maintenant, son combat actuel, c'est un combat perdu d'avance, puisque il m'a dit, bon, moi, je n'ai plus la capacité d'écrire, je vais me consacrer à donner mes archives à la bibliothèque du Congrès américain. Mais il vous a dit, d'après ce que vous avez raconté dans Le Point, je voudrais encore écrire un grand roman, et puis après mourir. Oui, mais j'espère bien qu'il le fera, mais c'est toujours cette lutte, effectivement, entre la fin de la création, qui est une douleur extraordinaire. Dans ce roman, il s'agit d'un acteur qui perd ses moyens en scène. Il y a 3 actes, comme au théâtre. 3 actes, comme au théâtre. Mais ça pourrait être, dans d'autres romans, ce sont des intellectuels ou des écrivains, évidemment des personnes qui sont socialement et intellectuellement assez proches de Philippe Roth, qui sont peut-être des projections de lui-même. Ouais. Mais il a incarné l'explosion des libertés, comme avant Henri Miller dans les années 20-30. Hein, et il a fait tomber des tabous sexuels, et on voit maintenant qu'ils sont tombés. Beaucoup disent il faut passer à une autre génération. Oui. Non, le thème sexuel est toujours présent dans tous ses livres, y compris le dernier. Le personnage rencontre une jeune femme lesbienne, et tombe fou amoureux d'elle, il pense même faire une famille avec elle. Bon, il y a toujours un côté tragique et comique dans la sexualité des... La deuxième partie, c'est la partie sexuelle qui va en amuser plus d'un, et la troisième... c'est la fin. Oui, la fin. La sexualité qui envahit tout. Vous avez cité un dessin de Wolinski. Vous voulez le citer ou vous voulez que je vous le dise moi? Non, je le connais par cœur. Alors, pour montrer ce que c'est aujourd'hui, on voit une jeune fille ravissante. Et écoutez bien, parce que raconté par Grosset, à genoux, ça vaut son pesant d'or. Elle tourne la tête vers lui et dit « J'aimerais me promener avec toi la main dans la main dans une forêt ». Elle répond « Je ne t'aime pas assez pour ça ». Je peux vous raconter un dessin que je viens de voir. C'est un intégriste musulman avec sa femme qui porte une burqa. Il y a 3 dessins. Il marche au 4e dessin. Il se retourne vers elle. Il lui dit « Arrête de tortiller du cul ». Vous saisissez toutes les occasions, vous l'avez dit, d'avoir de la joie et des joies. Le titre, c'est La joie et la mort, grâce
à la culture, aux livres, à la musique, au cinéma, etc., à la peinture, grâce à l'amour. Il y a 2 femmes dans votre vie, apparemment, Madame votre mère et Madame votre femme. Voilà, Hein, les voilà. 2. Et alors, vous vous battez presque avec elle, avec votre femme, parce que vous lui dites « je veux mourir avant toi ». Oui, et, elle, c'est pas pareil, parce qu'elle est croyante, moi je suis athée, mais on s'entend très bien quand même en fonction d'un passage de Saint Paul. C'est pas pour ça qu'on sait, mais Saint Paul dit que la femme croyante ne repousse pas le mari incroyant s'il consent à habiter avec elle. Ça fait 52 ans que je consens et que ça va très bien. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'il y ait dans mon faire-part une phrase attribuée à Simone de Beauvoir. Comme je n'aime pas Simone de Beauvoir, ça tombe mal. Mais c'est un hommage que vous lui rendez même tardivement de cette façon-là, et qui serait... Après la mort de Sartre, la mort nous sépare, ta mort nous sépare, ma mort ne nous réunira pas. Il est déjà très beau que nos vies aient pu s'accorder si longtemps. Vous dites que vous aimeriez bien entendre, et nous, est-ce qu'on aimerait bien entendre les nécros qui seraient faits après? Voilà, j'aimerais et comme on n'est jamais pour ça. mieux servi que par soi-même, qu'est-ce que Grosser ferait comme nécro, Alfred Grosser? A fait de son mieux, je le dis même. C'est un passage encore de Jean Barrois que j'ai lu à 13 ans, quand le sénateur Luce mort. On dit, il dit « J'ai vécu comme un pommier de bonne terre qui donne régulièrement ses fruits. J'ai eu confiance en moi, en l'avenir des hommes et au travail. » Je voulais demander, parce que ce n'est pas une indiscrétion, parce que vous êtes prévoyant, tellement prévoyant, vous avez révélé dans le livre que depuis quelques années, votre tombe est prête. Achetée, prête. J'ai toujours sur moi le numéro de téléphone de l'entreprise qui va m'enterrer. Mais à quoi ça servira? C'est mort. Qui va téléphoner? Mais non, mais ça embête. Juste avant de mourir, allô? La famille ne sera, non, mais la famille ne sera pas embêtée. La famille ne sera pas embêtée. Pourquoi une tombe? Parce que l'incinération? Parce que ma femme n'aimerait pas que je sois brûlé. Sinon, moi, j'aurais été d'accord pour être brûlé, mais on a une tombe commune à Saint-Germain-en-Laye, où il y a déjà mon père, ma soeur, ma grand-mère. Je connais un autre fou, comme ça, un prévoyant. On l'a mis Alain Duhamel, il a sa tombe dans un endroit près de Nîmes, à Monoblé. Il y va chaque année. Il a même marqué Alain Duhamel, 1901, un tiret, il ne reste plus qu'à mettre la date. Et vous avez payé déjà votre enterrement. Hein? Mais je trouve ça tout à fait normal. Ma mort, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Oui. Vous vous posez apparemment souvent la question « En quoi ai-je été utile ?» de la part de Grosser, parce que c'est une coquetterie. Non. Non, et d'ailleurs, je l'ai fait à la fin. Je crois avoir été très utile dans le franco-allemand, donc faire développer les démocraties dans la génération allemande, d'avoir développé en France un peu moins de vanité française, mais ça c'est très très difficile. Il y a les préjugés anti-allemands qui continuent. Hein. Oui, mais ça c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que la plaisanterie belge reste vraie. Quelle est la meilleure façon de faire fortune? Vous achetez des Français pour ce qu'ils valent et vous les revendez pour ce qu'ils estiment. Et je crois que si vous regardez les discours publics, c'est resté vrai. Le pire de mes citations, de mon sottisier, c'est un ministre de la Culture qui dit « Le français est la plus belle langue du monde, soit. Bien employé, le français empêche les hommes de se mentir, notamment dans le domaine de l'information. » Maurice Druon, ministre de la Culture. Oui. Et en tout cela, vous avez été utile à la collectivité. Et je crois avoir été utile à un certain nombre de mes étudiants, et je crois avoir été utile au montant du respect pour les plus faibles comme moi. Et vous n'êtes pas pressé de partir? Ça dépend de mon état physique et intellectuel. Et aujourd'hui, ça va? Oui, mais j'envisage parfaitement de m'aider à disparaître en cas de besoin. Vous aidez-vous? Oui, ça me paraît tout à fait normal. Que dira votre femme? J'espère que ça se... Enfin, on verra. On verra. Mais sinon... Moi, je retiens que vous avez été toujours tonique, que vous nous avez appris beaucoup, que vous avez été drôle et heureux d'un bout à l'autre d'une vie. Oui. Comment vous avez fait? Une chance. Je ne sais pas s'il y a un secret. Une chance. Si j'étais croyant, je dirais une grâce, mais comme non, la chance n'existe pas. Vous parlez de chance depuis tout à l'heure. Les chances, on se les crée. Si vous êtes trop modeste ou vous affectez la modestie, la chance, ça n'existe pas. Vous savez, il y a un moment où il faut partir et il faut faire ce moment une espèce de célébration. Et puis, moi, j'ai prévu mon épitaphe, si vous voulez la savoir, mon cher Jean-Pierre. C'est « Un taxi m'attend ».
Et vous, tant qu'on y est? Forcément. Non, on n'est pas pressé. Non, moi je préférerais la réponse de Bartleby de Melville. Je préférerais ne pas. Hein, Bon, si on me demande. moi je vais l'adopter. Non, Je préférerais ne pas. Je Oui, préférerais mais ne pas. la formule philosophique Mais- grecque est parfaite. Quand je suis là, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, je ne suis plus là. Voilà. Et on le retrouve aussi dans Vladimir Yankelevitch qui avait écrit un très beau gros livre sur la mort. Merci à vous tous. Bibliothèque Médicis, vous le savez, invite des écrivains. Et quels écrivains? C'est son rôle. Elle les écoute parce qu'ils racontent leurs désirs, leurs joies, comme Alfred Grosser, leurs angoisses, leurs peurs, qui sont souvent aussi les nôtres. Plus on les connaît, mieux on les combat, plus on les connaît, mieux on les apprivoise. En tout cas, ils font surgir ces doubles de nous-mêmes, disparus ou vivants, qui nous font apparaître en pleine lumière, comme si la vie était un jeu subtil de clair, obscur. Peut-être partagez-vous ces sentiments avec toute l'équipe de Bibliothèque Médicis, Anne-Marie Moreau, Yann Jancourt, Georgia Fribourg, Céline Mevelec, Anna Markovitch et naturellement le maître des images, Philippe Lallemand. Merci à vous tous et à bientôt.